Et donc on va reprendre avec cette thématique des entrepôts de données de santé. On vous en a promis, vous allez en avoir. On va poursuivre avec vous, Isabelle Laforgue. Merci d'être avec nous ce matin. Et s'il y a un projet d'entrepôt de données de santé qui vous intéresse et sur lequel vous êtes au point, c'est celui d'Agoria, qui a été lancé avec DocaPost, Impact Healthcare, et donc vous y avez contribué évidemment. Vous avez obtenu une autorisation de la CNIL en juin dernier. Depuis, où en êtes-vous ? Alors, Agoria Santé, en quelques mots, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un consortium. Donc, c'est un consortium qui a vocation à rassembler des acteurs de la santé pour pouvoir travailler sur des projets de recherche sur base de données de santé, cette fameuse donnée de santé dont on vient de parler. Agoria, pourquoi on l'a fait en fait, juste avant de répondre à votre question, sur une conviction, je pense qu'on a déjà largement partagé précédemment. J'ai beaucoup aimé l'expression la donnée de santé, c'est une chance incroyable. C'est aussi notre conviction, c'est que la donnée de santé, c'est une promesse incroyable pour le patient. C'est des capacités de calcul, de traitement par intelligence artificielle de ces données qui permettent ensuite de mieux prédire, diagnostiquer, comprendre l'évolution d'une maladie, analyser le parcours de soins d'un patient. Donc, c'est vraiment une promesse de mieux soigner les patients. Donc ça, c'est le constat. Je pense que j'enfonce un peu des portes ouvertes. On est un peu tous d'accord là-dessus. Le constat en face de ça aussi, qui nous a amenés à nous investir dans Agoria Santé, c'est qu'aujourd'hui, cette promesse, elle est difficile à réaliser. Qu'accéder à la donnée de santé, on a eu aussi des explications précédemment, c'est compliqué. Alors, il y a la collecte, bien sûr, mais ensuite, il y a l'accès technologique, juridique, réglementaire à cette donnée. C'est compliqué, donc cette promesse, elle n'est pas encore totalement tenue aujourd'hui. Et donc, Agoria Santé, dans tout ça, donc aujourd'hui un consortium de 4 acteurs, comme vous l'avez dit, DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste, Impact Healthcare, qui est une société de conseil en santé numérique, et 2 acteurs, 2 laboratoires pharmaceutiques, Takeda et AstraZeneca. Donc déjà, aujourd'hui, on est 4. Premier élément. Et donc, ce que propose Agoria Santé, c'est concrètement, quand on a posé ce constat que la donnée de santé, formidable potentiel et difficulté d'accès, c'est un cadre juridique, éthique et sécurisé pour accéder à la donnée de santé. Et donc très concrètement, comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui, on a développé une plateforme technologique. Et donc technologiquement et réglementairement, l'étape qu'on a franchie, c'est qu'on a obtenu de la CNIL en juin 2022 l'autorisation d'être entrepôt de données de santé avec appariement SNDS. Donc, c'est une terminologie un petit peu barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a que 4 autorisations de ce type-là qui ont été délivrées en France. Et que... 4 ou 5 d'ailleurs. Et que donc on a déjà franchi cette première étape qui fait que notre projet il est live, pour parler un bon français, donc la plateforme peut accueillir des projets aujourd'hui. Et le deuxième élément qu'on a franchi aussi, c'est que pour accélérer, c'est bien d'avoir un actif technologique, mais on s'est dit aussi qu'il fallait pouvoir accélérer les discussions entre ce qu'on appelle d'un côté des porteurs de projets, de l'autre côté des apporteurs de données. Voilà, c'est des termes un peu barbares, mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait accélérer les discussions entre ces 2 populations, ces 2 animaux. Et donc, on a construit un ensemble de contrats pour leur permettre d'aller plus vite dans leur projet de recherche. Voilà, et donc ce consortium aujourd'hui, sa philosophie, c'est qu'il est ouvert à tous les acteurs de santé. La philosophie, c'est de se dire que si on y va à plusieurs, on sera mieux organisé, on apprendra ensemble, on apprendra aussi de la répétition et on ira plus vite dans les itérations et dans les prochains projets. Donc la philosophie vraiment d'Agoria Santé, c'est d'être ouvert à tous les acteurs de santé qui ont cette même nécessité, ce même impératif de se dire que la donnée de santé a de la valeur pour la recherche, pour la prévention, pour l'accompagnement du patient. Donc on est dans cette dimension-là, donc c'est un peu un appel, rejoignez-nous, parce que plus on sera nombreux, l'union fait la force, pour ne pas paraphraser d'autres nations. Et je me permets juste aussi de souligner en conclusion un élément, c'est que moi je travaille donc pour un groupe international et de quand même mettre en exergue que ce type d'initiative collective, c'est aussi un vrai atout pour la France. Parce que avoir ce type de dispositif qui permet d'accélérer les projets de recherche autour de la donnée de santé, quand il y a une réflexion autour d'un essai clinique ou d'un investissement, c'est aussi un vrai atout français. Merci beaucoup, Isabelle.
On va poursuivre avec vous, Emmanuel. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. OVH Cloud est un leader français et européen de l'hébergement. Dites-nous concrètement comment vous accompagnez, comment vous aidez l'écosystème de l'e-santé à se développer. Alors, le mot très important, c'est écosystème. Et dans un écosystème, tout le monde a sa place et contribue au bien-être de l'ensemble. Du coup, OVH, donc, on fournit des infrastructures et des services certifiés hébergement de données de santé pour le compte de nos clients. On n'a pas vocation à remplacer les médecins ou à avoir une approche médicale. Ce n'est pas du tout notre expertise. Notre expertise, c'est de nous assurer que les infrastructures que l'on vous délivre soient tout simplement conformes d'un point de vue réglementaire et assurent la sécurité des données de santé que vous nous confiez en fait. Du coup, on a 3 grandes approches. La première consiste tout simplement à certifier un maximum nos produits. Aujourd'hui, on a quasiment tous nos produits qui sont certifiés HDS. Au-delà de ça, on contribue donc à la certification et à la définition des nouvelles certifications HDS. Il y a une démarche qui est en cours à l'ANS pour la mise à jour de ce référentiel-là. Et surtout, dans cette mise à jour, nous, on a apprécié 2 points qui sont très importants. D'une part, le renforcement des questions autour de la souveraineté des hébergements de données de santé, qui sont bien prises en compte, au-delà de ce qui a déjà pu être fait par rapport au Ségur, etc., par rapport à l'homologation des applications sur mon espace santé. Et en plus, la transparence qui va potentiellement être rajoutée avec cette nouvelle certification. Il y a tout un ensemble d'éléments additionnels qui doivent être produits par les hébergeurs pour montrer en fait à quel point l'offre que l'on vous propose met en œuvre des dispositifs de type sous-traitance, ce genre de choses qui peuvent effectivement être des trous dans la raquette certaines fois dans le cadre de la fourniture de l'hébergement. Ensuite, dans l'écosystème, on travaille aussi pas mal avec les startups, y compris donc avec Fanny qui nous rejoindra et qui est donc responsable du Startup Programme. On travaille au mentoring de certaines de ces startups. Et du coup, je suis très très heureux de pouvoir contribuer à ce mentoring-là à mon niveau pour justement aider les startups à s'approprier les thématiques de sécurité des données de santé et de conformité de ces données. Donc, c'est la 3e édition qui va commencer incessamment du mentoring. Et enfin, notre fondateur Octave Klaba a annoncé des démarches supplémentaires pour essayer de mieux comprendre de quelle manière on pouvait contribuer donc, à cet écosystème. Et du coup, j'espère que nous aurons bientôt de grandes nouvelles à vous annoncer à ce sujet-là. Voilà. Ensuite, très clairement, nous, on fournit de l'infrastructure. Alors, on a plein de use cases différents, avec plein d'acteurs différents. On a tout un tas de startups qui développent chez nous et on en est très fiers, très satisfaits de voir à quel point la créativité se développe sur les produits qu'on peut proposer. Là, je vais faire un focus un peu plus sur un très gros acteur finalement, la PHP qui travaille avec nous sur un certain nombre de sujets. Du coup, on fournit des infrastructures à la PHP, premièrement dans le cadre d'un concours qui s'appelait AI for Health, qui a permis à différentes équipes en fait, de faire un challenge sur l'apprentissage d'intelligence artificielle. Tout ça, c'était mis en place sur nos outils de training d'IA chez OVH, donc avec des infrastructures mutualisées, publiques, et qui étaient managées en fait, par les équipes d'OVH. Et par ailleurs, sur des projets un peu plus au long cours, donc on travaille sur Evired, qui est un consortium qui a pour objectif de développer des nouvelles approches dans le cadre du diagnostic et du traitement de la rétinopathie diabétique. Et du coup, dans ce cadre-là, nous, on est sur la partie la plus simple pour nous, donc juste fournir des infrastructures, mais c'est déjà pas mal, puisqu'en fait, ce sont les infrastructures adaptées pour ce type de problématique. Du coup, des infrastructures avec des GPU, avec des processeurs très puissants pour effectivement analyser les images des rétines et essayer d'en déduire des nouveaux moyens de traiter ce genre d'affection. Merci Emmanuel, vous avez évoqué un sujet important de la souveraineté numérique et pour cela on va accueillir en complément de ce plateau Fanny Bouton qui va nous rejoindre. Alors Fanny, on se connaît depuis très longtemps
C'est presque un petit peu... On va commencer à teaser un peu la table ronde suivante, puisque tu participes au CES depuis quasiment 16 ans. Mais on ne va pas en parler tout de suite avec toi. Tu vas nous expliquer aussi, puisque tu dois nous quitter dans quelques minutes pour un rendez-vous important et qui fait partie du sujet de la souveraineté numérique. On va parler d'un sujet en deux temps. Avec toi tout de suite autour du... quantique, de l'informatique quantique, puisque donc au-delà de tes responsabilités sur la partie des startups, c'est un sujet que tu maîtrises depuis maintenant très longtemps et tu es devenue une experte en France et à l'international. On va en reparler dans quelques minutes à la prochaine table ronde, notamment avec le professeur Picmal de Qubit Pharmaceutical. Donc quand on parle de souveraineté numérique, il y a des sujets qui sont un peu peut-être abscons aujourd'hui, mais qui sont importants en fait pour l'avenir du patient. Donc ça veut dire quoi en fait l'informatique quantique, puisque là on peut être assez stratosphérique dans les grandes tendances et assez éloigné, mais en fait c'est déjà une réalité et on voulait que tu puisses nous exposer ce point-là, peut-être nous dire aussi qui tu vas rejoindre dans quelques minutes. Alors, en effet, c'est hyper important. Il y a le Startup Programme déjà, sur lequel on accompagne 250 startups. Je pense qu'on a plus de 20 ou 30% de startups dans la santé, ça aussi c'est important de le dire. Et il se trouve qu'en effet, on a intégré les startups du quantique depuis 1 an et demi chez OVH Cloud. On a décidé de les accompagner parce qu'on a des belles pépites en France. L'informatique quantique, c'est quoi et comment ça va se passer? C'est en plusieurs étapes. On sait que l'ordinateur quantique ultra puissant avec les promesses qui fera des calculs en quelques minutes, on est plutôt à 15-20 ans. Sauf qu'il faut y aller maintenant. Parce qu'il y a le hardware, les ordinateurs à créer, mais il y a aussi tous les logiciels qui vont tourner dessus et toutes les mathématiques à faire. Ce n'est pas les mêmes mathématiques, il faut tout refaire les algorithmes et donc simuler des molécules, des nouveaux médicaments. C'est maintenant qu'il faut commencer à le préparer dans le domaine de la santé. Et vous allez voir que ça va être une aventure passionnante parce que on considère que c'est la prochaine révolution industrielle, c'est le prochain gros changement. Après l'électricité, le nucléaire, c'est le pays ou la région qui l'emportera reprendra peut-être 30 ans d'avance sur les nouvelles technologies. Donc il y a des gros enjeux et c'est là où c'est important d'y aller. Donc voilà. On pourrait détailler plus pour en parler pendant des heures. Et en effet, j'ai rendez-vous avec le prix Nobel de physique juste après pour en parler encore. Peut-être. Et juste un dernier point, parce que tu as évoqué un sujet aussi lorsqu'on a préparé la table ronde, sur également la formation. On a vu qu'elle était essentielle pour les patients et les problèmes de santé, mais là aussi la formation, elle est essentielle pour en fait anticiper. Si on ne forme pas maintenant, on n'aura pas la génération qui sera capable peut-être de développer ces nouveaux médicaments. Exactement. On voit déjà qu'on est en pénurie dans l'informatique quantique et dans le quantique globalement. Il faut qu'on forme beaucoup plus et surtout qu'on donne les bons outils. Et c'est là où OVH Cloud a décidé de se positionner en mettant justement à disposition dans le cloud tous les émulateurs quantiques, donc ce qui permet de simuler le comportement des ordinateurs qui vont arriver, pour l'instant jusqu'à une 20aine de qubits, puis par la suite de mettre à disposition les différentes machines qui vont arriver avec les différentes puissances. Donc on va commencer à 3, 4, 200 qubits selon les types de machines, puisque pour l'instant, il y a plusieurs types de machines aussi, on ne sait pas encore laquelle sera la meilleure. Et puis après, arriver justement à avoir peut-être des data centers d'ordinateurs quantiques. Bon, écoute Fanny, on est très heureux pour toi pour cette rencontre que tu vas avoir avec le prix Nobel dans quelques minutes. On peut te suivre également sur pas mal de podcasts, sur Décode Quantum, notamment avec notre ami Olivier Ezrati. Donc merci pour ta présence sur ce sujet aussi important en souveraineté numérique pour le patient. On va reprendre avec vous, professeur Aguénu, cher Bernard. Vous avez un peu teasé, Isabelle, que vous n'étiez pas seul au niveau du projet, mais il y avait d'autres acteurs. Nous, ce qui nous semblait intéressant en vous invitant, Bernard, c'est que on a vu avec beaucoup d'acteurs présents ce matin. Il y a des médecins, il y a des entrepreneurs, il y a des passionnés de l'enseignement. Vous êtes un peu à la frontière de tout cela. Et notamment, vous avez lancé une initiative extrêmement intéressante qui s'appelle Colibri Pneumo, qui intègre déjà, je crois, plus de 11 000 patients. Et là aussi, avec la même pédagogie, la même exigence depuis cette matinée que nous avons commencé avec vous, c'est quel est l'intérêt en fait concrètement là pour les patients et les problèmes de santé qui nous écoutent d'avoir ce type d'initiative pour le système de santé. Alors merci de votre invitation. Donc on va partir du quantique à la tour de Babel du numérique à des choses extrêmement concrètes. Le concret, c'est que
nous nous occupons des maladies chroniques respiratoires. Et donc, dans maladie chronique respiratoire, il y a chronique. La maladie chronique, elle n'est que ce que le médecin en voit. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est le processus de la décision médicale. C'est la décision médicale, en collaboration avec le patient, qui va conditionner la trajectoire du patient. Or, le médecin se trouve en face-face avec une personne et une multitude de données dont nous avons beaucoup parlé, et il y en aura de plus en plus, par les algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple. Que va faire ce médecin pour décider? Comment va-t-il absorber, et je rejoins ce que Jacques Lucas disait tout à l'heure, comment va-t-il absorber l'information? Ce n'est pas très difficile d'absorber une information, c'est beaucoup plus compliqué de la comprendre, et c'est encore beaucoup plus compliqué de la restituer d'une manière opérationnelle, c'est-à-dire de façon à changer quelque chose dans la trajectoire de vie d'un patient. Alors ça, ce sont des mots. Ça pourrait être dit de manière un peu plus scientifique, médecine prédictive, médecine personnalisée. Mais quel est le réceptacle de ce concept-là? Eh bien, c'est là, c'est en face du patient, c'est-à-dire d'avoir un outil digital qui permette à la fois de recueillir de l'information au moment de la décision, et non pas d'aller ouvrir des tiroirs pour aller chercher l'information, c'est-à-dire d'avoir un logiciel, une application qui corresponde à la façon de penser du médecin pour prendre sa décision. Et la façon de penser du médecin évolue en fonction de sa culture, de la génération, de l'avancée de la science, et donc ce sont des outils constamment évolutifs. Donc nous avons effectivement construit, il y a une dizaine d'années, une consultation digitale qui avait un but de docteur, structurer la consultation, structurer la pensée, donner les moyens aux médecins par une application digitale accessible, avec des mots simples, comme le disait Jacques Lucas, avec des mots de docteur, de pouvoir utiliser un outil dans lequel tout converge pour prendre la décision au bon moment. Que l'information dont on a besoin soit là au moment où on la pense. Donc, avoir un monde de données de santé, je rejoins Isabelle, c'est une chance inouïe, c'est une révolution magnifique. Mais la finalité de tout cela, c'est la décision. Puisque le patient vient voir un médecin parce qu'il pense que le médecin sait sur lui quelque chose que lui ne sait pas sur lui-même. Et donc, pouvoir prendre une décision, ça nécessite de gérer toute cette information. Et il y a, à notre sens, un gap considérable entre cette tour de Babylone dont on a parlé toute la matinée, avec des promesses inouïes, et la capacité d'un individu qui n'est ni informaticien, ni forcément jeune, qui a en face de lui une problématique de temps disponible, et ça va être un enjeu considérable de faire en sorte que tout ce que nous mettons ensemble comme compétences, toute cette énergie et cette intelligence soit en finalité disponible pour quelque chose de très simple, qu'une personne prenne une décision pour une autre personne en accord avec la personne pour laquelle la décision est prise. Et c'est ce qui est illustré dans la diapositive suivante. Vous voyez, le docteur, il est devant un ordinateur. C'est déjà une transition considérable d'être devant un ordinateur et pas directement devant un patient. Mais on s'y est fait. Mais derrière ce docteur, il y a un réseau d'experts. Le réseau d'experts, c'est quoi? Le réseau d'experts, ce sont des professionnels qui en savent un peu plus que le docteur en face du patient. Mais ce sont aussi des soignants qui ont une expertise. Et pour que ces experts jouent un rôle d'expert, c'est-à-dire apportent une plus-value, soit dans le diagnostic, soit dans le soin, il faut que le médecin puisse transmettre non seulement une information, mais une information pensée avec une intentionnalité de soin. Donc, ça n'est pas si simple de penser le digital en termes de finalité, la finalité étant de toute façon et définitivement la relation entre le médecin et le patient. Donc, il y a effectivement derrière cet ordinateur des observatoires, de l'intelligence artificielle. Depuis peu, nous avons
Et effectivement, nous sommes le 4e accord de la CNIL pour être chaîné avec le SNDS, ce qui va nous donner une opportunité incroyable pour avoir de la donnée. Mais est-ce que ça va être utile pour le médecin pour prendre la décision? Non. Ça va être utile pour avoir de la donnée stratégique, de la donnée médico-administrative. Et il faudrait effectivement que ce chaînage entre des données cliniques qui sont recueillies par le praticien et les données de trajectoire de soins puisse aussi servir. Et si ces données-là, ce chaînage sert à créer des algorithmes prédictifs, alors oui, là, effectivement, il y aura une nouvelle information, mais qui sera une information disponible pour la pensée médicale. Donc l'enjeu, c'est effectivement de créer des outils, de créer un écosystème, et je partage le vertige de l'écosystème. Je partage ce vertige parce que ma préoccupation de soignant, c'est que ce vertige aboutisse à quelque chose de concret, c'est-à-dire de modifier de bonne façon la trajectoire d'un patient qui se plaint d'une maladie chronique. Et comme on l'a dit, c'est 3/4 des dépenses de santé de notre population. Et dans cet environnement-là, il ne faut pas oublier le patient qui va être en fait probablement... Tous les outils vont faire gagner du temps au docteur. Aujourd'hui, les outils numériques font perdre du temps au docteur. Le système digital aujourd'hui fait perdre du temps au docteur. 80% de la consultation est dévolue à récupérer des informations, à ouvrir des tiroirs. 20%, 15% à échanger un peu avec le patient, 5% à penser. Et donc, il va falloir que le patient soit lui-même un collaborateur de la décision. Et donc, il va falloir que le patient puisse collaborer à la prise de décision. C'est toute une formation. Et c'est tout aussi l'enjeu du digital avec le patient, c'est-à-dire une formation dédiée à la décision médicale. Donc, voilà un peu notre objectif, notre ambition, notre utopie. Et comme Isabelle, je fais appel, rejoignez-nous, parce que nous sommes une association de docteurs qui a travaillé pour des docteurs et on a besoin de grands professionnels comme vous tous pour cranter un peu plus, sans oublier que la santé, c'est ce qui se passe entre deux personnes. Merci. Merci Bernard.